Alors, je vous remercie d'abord de votre immense patience pour notre retard, à vous et tous les autres à distance. On a fait au mieux et votre patience vraiment nous sert. Merci de prendre la parole. Très graphique, il y a des questions qui sont difficiles, on le sait tous. Je vous présente rapidement et je vous laisse la parole une bonne fois. Responsable de la collection policière chez Garnier Minard. Vous êtes spécialiste du fait sériel, des littératures criminelles et des littératures fantastiques. Vous avez récemment dirigé un numéro de revue, de la revue Pardaillan sur Buffy, la tueuse de vampires. Je mentionne spécialement parce que je l'ai regardé, c'est particulièrement intéressant. Et vous co-dirigez un numéro sur Ressuscité en série, qui va paraître dans quelques semaines, si je ne me trompe pas. Et vous allez bientôt écrire aussi un chapitre sur les insectes et les romans policiers pour un futur dictionnaire des insectes. Donc, l'éclectisme de votre activité nous donne une bonne idée de ce qui va nous arriver quand vous allez intervenir. Et vous allez nous parler donc du vampire de Düsseldorf et d'un peu partout, sans à la une, point d'interrogation. Cette fois, c'est à vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci bien sûr de m'accueillir dans des conditions qui rappellent des moments pas très agréables, mais pour moi, ça n'est pas possible autrement. Donc, je voudrais commencer par une citation de Peter Kürten, que vous connaissez davantage, ou en tout cas mieux, sous, comment peut-on appeler ça, l'étiquette, la périphrase du vampire de Düsseldorf, qui fut guillotiné en 1931. Cette citation, je l'extrais de ce volume que certainement vous connaissez, / vous avez, qui est le Dictionnaire amoureux du crime d'Alain Bauer. Donc, voilà ce que Kürten dit lors de son procès. Ce qui importe, c'est de faire une blessure afin de goûter le sang, de sentir le parfum et d'en entendre le bruit. Rien ne saurait se comparer à un autre goût. Il ne saurait, Et puis cette chaleur qui vous remplit, lorsque vous vous en désaltérez, c'est quelque chose d'inexplicable qui me donne un bonheur vertigineux. Fin de citation. Le président du tribunal doit lui demander ce que disait Alain Vaillant tout à l'heure. Cette courte citation d'un des criminels. C'est pour ça que j'ai essayé. Moi, j'ai un corpus très contemporain. J'essaye toujours, et c'est une des grandes. Me fait rejoindre les podcasts de Retro News dans ce qu'ils appellent la série noire, où très récemment, Amélie Chabrier et Anne-Claude en rose rendue ont parlé de Landru, qu'elles ont, enfin, c'est pas elles qui l'ont appelé ainsi, elles ont rappelé qu'on l'appelait le Barbe Bleue de Cambrai. En fait, de faire Autrement dit, vampire de Düsseldorf, et vous avez entendu comme il revendique finalement ce vampirisme qui n'est pas très métaphorique ici, on va y revenir, ou cette idée que Barbe Bleue, sortir du champ littéraire pour monstre de Pantin, certaines stratégies ou Boucher de Hanovre, ou Ogre des Ardennes. Je vais revenir sur l'ambiguïté d'ailleurs de cette désignation. Nous le comprenons ici. Nous aimons adosser les grands criminels, les grands infracteurs qui déchirent le tissu social, va-t-on dire, hein. Nous aimons les adosser à un univers fantastique, ce qui est à la fois réconfortant et inquiétant. Réconfortant parce que s'ils appartiennent au fantastique, ils n'appartiennent pas au réalia, mais inquiétant parce qu'ils ont quand même le visage de tout le monde, voire de n'importe qui, et que seulement le repérage ne se fait que, si je puis dire, post-mortem. Le mortem étant les victimes, bien entendu. Donc, j'ai énuméré quelques-unes de ces périphrases dont vous remarquez qu'elles fonctionnent toujours quasiment par thème et prédicat. Le thème, c'est l'infracteur ou l'infraction. Le boucher de Hanovre, on comprend que, bien sûr, il ne fait pas que découper des rumsteaks. Hein. L'ogre des Ardennes, beaucoup plus ambigu. L'ogre des Ardennes, c'est en effet une figure fantastique
Mais que signifie-t-elle? Elle signifie que quelqu'un dévore des enfants, mais les dévore métaphoriquement cette fois, puisque c'est la périphrase désignative de Michel Fourniret. Donc, c'est un ogre, non pas littéral, mais sexuel, qui abuse et qui dévore, bien sûr, en tuant ses jeunes victimes. Le monstre de Florence, disais-je aussi, donc thème, prédicat, et ce monstre de Florence, eh bien, Thierry Gendroc lui a consacré un article très éclairant dans, effectivement, vous avez eu l'amabilité de le rappeler, le volume 1 des séries policières, le volume 1 qui s'appelait Enquête et réel. En fait, ça rejoint des questionnements que je formule sur la manière dont ce grouillement sémantique autour du fait criminel nous amène à dire que le récit criminel est un récit d'abord transnational, puisque nous connaissons aussi bien l'éventreur du Yorkshire que l'étrangleur de Boston, toutes gens sympathiques, vous le voyez, donc transnational, mais en même temps sédimenté. Puisqu'adoptant souvent le même type de désignation périphrastique, comme je l'indiquais, obéissant finalement à une double logique de la dramaturgie systématique, autrement dit, s'adossant à ces grandes figures que sont à la fois le mélodrame et le grand guignol. Et on connaît par exemple la passion de Gaston Leroux pour le grand guignol, je reviendrai vers lui, mais en même temps une forme de concision obligatoire, puisqu'il est parfois plus facile de désigner un meurtrier par ses faits et par son modus operandi, sa signature si vous voulez, que par son nom, pour l'excellente raison qu'on ne le connaît pas. Pendant des années, Guy Georges, on peut le nommer maintenant puisqu'il purge sa peine, fut désigné de deux façons. D'abord par le tueur de l'Est parisien. Tueur, il tue. Est parisien, c'est sa zone de Châlons. Donc, c'est une périphrase à la limite à minima, ici, puisqu'elle ne dit rien d'autre que l'énoncé quasiment objectif des faits. Puis, il sera appelé de façon plus cryptique et par les comportementalistes criminels de la police judiciaire, il sera appelé SK1. SK1, qui est d'ailleurs le titre d'un film célèbre. Pourquoi? Parce que Serial Killer numéro 1, c'est la première fois qu'on va appliquer à un fait criminel français les méthodes et les recherches, le type de recherche du FBI sur les serial killers américains. Donc, vous le voyez, des désignations dramatiques, le vampire de, l'étrangleur de, l'éventreur de, le boucher de, mais en même temps, une concision obligée, tant que l'identité littérale de l'infracteur n'est pas connue ou n'est pas communicable, parfois pour des raisons que vous comprenez de discrétion de l'enquête. Tout se passe donc comme si le retentissement des crimes devait assigner l'auteur à une forme de hors-monde. En effet, puisqu'on lui prête des traits inhumains ou surhumains, le vampire, l'ogre, ce sont là des figures quand même, je vais y revenir, d'appartenance fantastique, eh bien, il est à la fois éloigné de nous et en même temps, il est stigmatisé, il est désigné, il est montré à la vindicte et à la méfiance, bien sûr, populaire, comme nous le disions tout à l'heure. Alors, pour entrer un peu plus dans les détails, j'ai souhaité un plan, le mot n'est pas heureux, mais enfin, une organisation qui est aussi un hommage à un grand la dialectique du journaliste écrivain de polar français, un peu ignoré aujourd'hui, qui est Signac, Pierre Signac. Quand ils sont positifs, généralement, ils ne parviennent pas. Et dans un premier moment, je vais revenir sur le récit criminel, ses figures et ses tropes, et j'ai appelé ce premier moment le mystère de la sombre zone. Vous avez bien entendu,
de la sombre zone, où vous reconnaissez, je pense, une déformation drôlatique de l'un des premiers grands récits d'énigmes français, bien sûr, 1907, Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux. Donc, ce mystère de la sombre zone, roman de Signac, je vais lui faire succéder un autre roman de Signac dans un deuxième temps, que Signac appelle et que je reprends ici, M le maudit. Mais M le maudit, A-I-M-E. M le maudit étant, vous savez aussi, le titre du film que Fritz Lang consacre aux vampires de Düsseldorf, mais en fait à tous les criminels, à tous les pédocriminels, si vous voulez, possibles et imaginables, puisque le film sort quelques jours après l'exécution de Peter Kürten, dont vous avez entendu quelques aveux dans mon préliminaire, et donc qui se revendique en effet vampire, puisqu'il se dit qu'à la limite, c'est perdu d'une certaine façon, alors autant partir avec l'opprobre général et autant partir en majesté criminelle. Donc ce M le maudit, A-I-M-E, nous amènera à un troisième moment que j'ai appelé du Vampires Club, qui est justement le récit de M le maudit. Donc Signac va raconter comment de grands criminels, alors fictifs bien sûr, enfin, les criminels sont réels mais le club est fictif, se réunissent dans un vampire club pour commettre des délits en faisant toujours guillotiner le gars d'avant qui est le gars d'après s'engageant à se laisser guillotiner à votre place. Oui, c'est étrange, hein, ce roman reste assez dirimant à nous dire, et je l'ai appelé donc du Vampires Club au Dahlia Noir, puisque tout de même, les victimes aussi ont droit à leur désignation périphrastique, et le Dahlia Noir, c'est Elisabeth Short, et elle ne saura jamais qu'on l'appellera un jour ainsi. Donc, si je reviens à ce premier moment, eh bien, le récit merci pour cette question qui avait posé cette question qui s'appuie, qui s'ancre, si vous voulez, sur les figures et sur les périphrases que j'ai énoncées au début. Ce récit criminel, il est particulièrement analysé dans le recueil dirigé par Véronique Liard, et qui s'appelle « Histoire du crime et société », et dans lequel un article de Laetitia Gonon revient sur les récits de police dont elle dit qu'ils sont au fond les premières bases de ce qui va être le grand récit criminel à la fois journalistique et fictionnel, si tant est qu'un récit journalistique ne échappe au fictionnel, mais je ne pense pas qu'il doive justement échapper au fictionnel. Donc, ce récit de police, dont elle dit qu'au début, il était quand même assez rudimentaire, c'était la Gazette des tribunaux, bon, c'était des comptes rendus succincts et sans chaleur, puisque le crime n'entre vraiment dans la grande presse que sous la monarchie de Juillet, même si la figure de Lassner en 1835 a déjà toutes les caractéristiques du criminel dandy, fascinant, épouvantable et donc séduisant, mais enfin c'est quand même un apax. Et donc ici, à partir de là, nous entrons vraiment dans la construction, dans, si vous voulez, l'homologation d'un certain nombre de figures. Alors, figures fantastiques, disais-je, puisque ce sont les monstres qui donnent les substantifs les plus utilisés et les plus usuels. Je le disais tout à l'heure, nous sommes devant des ogres ambigus, ogres sexuels ou ogres quasi réels, c'est-à-dire ogres cannibales. Nous sommes devant des monstres. Alors le terme de monstre est très ambigu, puisque le monstre de Florence ou le monstre de Pantin ne sont pas renvoyés à un modus operandi précis, ni non plus à un fait fantastique
je dirais, homologué, là encore. Mais le terme de monstrum, ce qui est désigné, ce que l'on regarde, témoigne de la toxicité et de la brutalité de leurs agissements. La barbe bleue, alors là, tout de suite, on se dirige vers un tueur de femmes, évidemment, puisque on pense au récit de cet assassin inspiré lui-même de Gilles de Rais, mais lequel ne tuait que des garçons d'ailleurs. Et on se dirige aussi vers les périphéries. En effet, tous les métiers cruants, le boucher par exemple, ou les agissements d'éventration, et bon, je pense à bien sûr l'éventreur du Yorkshire, mais il y en a beaucoup d'autres, Jack l'éventreur en un mot, hein, tout ce qui est cruant, en fait, tout ce qui fait couler le sang, et qui donc rejoint par contiguïté sémantique le vampire. Le vampire, c'est, si vous voulez, la première des images et la première des métaphores qui organisent les autres. Pourquoi? Parce que d'abord, Dracula, certainement, hein, en 97, d'une part, et d'autre part, les récits vampiriques sont souvent très inspirants pour les écrivains, nous le verrons tout à l'heure, que ce soit Leroux ou Conan Doyle. Donc, le vampire est plutôt central et autour de lui va s'organiser une nébuleuse de désignation, quelquefois avec toujours un lieu, mais ce lieu peut être très vaste ou très réduit. En effet, on parle par exemple du boucher de Sunset, Sunset Boulevard. Hein. Donc, le boucher de Sunset Boulevard, en fait, en américain, c'est the slayer, le destructeur, si vous voulez. Donc, c'est nous, Français, qui traduisons dans nos propres catégories de représentation certains termes américains, anglais aussi, hein, pour les rendre plus familiers à notre propre vulgate, si vous voulez. Donc, ces vastes désignations sont très intéressantes parce qu'elles contiennent la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, un lieu. Le lieu vient en seconde position, hein, je redis, hein, si je vous dis le cannibale de Milwaukee, vous me répondez immédiatement Jeffrey Dahmer. Généralement, les Français connaissent plus le tueur Jeffrey Dahmer que leur propre tueur. Assez curieusement, il faut dire que Jeffrey Dahmer a été extrêmement médiatisé. Hein. Ayant échappé à la condamnation à mort, il s'est arrangé pour se faire tuer par un codisciple, bon, parce que voilà, c'était un être pour mourir, entre autres. Et puis, il coche toutes les cases, nous le disions, un pédocriminel, cannibale, tueur de prostituées mâles, enfin, homo pédocriminalité. Il était extraordinaire. Donc, le cannibale du Milwaukee, vous voyez tout de suite comment se construit finalement la périphrase désignante, encore une fois, l'infraction ou l'infracteur et le lieu, si je puis dire, où se déroulent les dites infractions. Mais il est quelques infractions ou quelques infracteurs qui échappent à ce canon, si vous voulez, ils se décanonisent, hein, ils s'éloignent en tout cas, et en particulier parce que les lieux ne sont pas assignés. Et nous avons un type de criminel qu'on va appeler par exemple le routard du crime, et là c'est très intéressant, parce que c'est le lieu qui est projeté en avant, si l'on peut dire, puisque la route, c'est un lieu de mobilité qui est inassignable. Tant qu'on est on the road again, hein, eh bien, on ne peut pas être pris. Donc, le lieu qui est un non-lieu, une sorte, si je puis dire, d'hétérotopie, est projeté d'abord et le crime, c'est-à-dire l'infraction, arrive après. Le routard, c'est à la fois l'infracteur, mais l'infracteur dans un lieu qui n'est pas un lieu. Et le crime, tout simplement parce que sur le chemin, vous avez reconnu bien sûr Francis Haume, hein, sur son chemin, les cadavres se succèdent jusqu'à ce qu'on puisse l'arrêter, jusqu'à ce qu'on puisse barrer la route et arrêter cette longue dérive épouvantable, hein, qui a ensanglanté la France pendant des années. Et puis, il y a aussi le si je puis dire, le semi-précis, le tueur des trains. Alors, le tueur des trains, Sid Ahmed Rezala, il est mort, donc on peut le nommer maintenant,
ça dit quelque chose de compliqué, parce que ça dit le lieu, mais le train est un lieu qui bouge, mobilis immobilis. Donc, les trains, ce sont si vous voulez, des lieux mobiles où il va être difficile, en effet, d'arrêter, de bloquer, d'immobiliser l'infraction, et donc l'infracteur. Donc, routard du crime ou tueur des trains, d'une certaine façon, ils ouvrent, ils désessentialisent la périphrase que j'ai montrée jusque-là comme rigide, si vous voulez. Hein. J'ai parlé, en effet, d'essentialisation. Et cette essentialisation, elle vient aussi de la presse. On l'a dit toute la journée, donc je ne vais pas enfoncer des portes grandes ouvertes, mais je vais simplement citer un cas très intéressant, le cas de Joseph Vacher. Alors, Joseph Vacher, c'est un de ces errants, enfin, un de ces bergers errants, tueurs d'autres bergers, un de ces journaliers qu'on appellera, enfin, les cheminots, au sens strict du terme, cheminent. Et il tue et viole et assassine un nombre incroyable de gens, de pauvres gens, des gamins, de tout. Hein. Bon. Donc, et il est arrêté, il est bien sûr jugé, il va être exécuté, et il demande alors de s'exprimer dans la presse. Et nous sommes effectivement en 1897, et le juge, aux bizarreries, au scandale, bon, tout le monde est content quand même, accepte. Et Vacher va être reproduit, si vous voulez, enfin, ses aveux vont être reproduits, j'ai noté, dans Le Petit Journal, La Croix, Le Progrès et Le Lion républicain. Autrement dit, il va y avoir une audience, une caisse de résonance absolument inouïe, au sens strict du terme, hein, inusitée, aux crimes épouvantables de ce, lui aussi c'est un routard du crime, hein, il n'y avait même pas de route d'ailleurs, ce cheminot du crime, si vous voulez, et il donne à ce moment-là une sorte de cliquet d'irréversibilité. À partir du moment où 4 journaux ont accepté d'amplifier, hein, de rendre public les aveux de ce tueur, on sent qu'il y a là une union hein, presque incestueuse entre le fait criminel et son compte-rendu dans la presse. Et ce matin, j'étais très attentive, bien sûr, à l'histoire de ce qu'on appelle le petit Grégory, bon, le crime de la Vologne, hein, et de cette page que je me souviens avoir lue dans la minute où j'ai acheté le journal en question, sublime, forcément sublime, Christine Vimont. Donc, vous voyez, ces épousailles entre la presse populaire et l'aveu du grand criminel ne cessera plus, en fait, ne cessera pas, sauf interdiction. Donc, le vampire, remarquez bien qu'il est lié au sang, à l'interdit du sang. Donc, il est transgressif, bien sûr. Hein. Tu ne boiras pas le sang, tu le répandras comme de l'eau hein, dans le Deutéronome. Hein. Donc, l'interdit du sang épouse d'une certaine façon l'interdit de la chair, le cannibale. Le cannibale, c'est celui qui mange la chair humaine. Le vampire, c'est celui qui fait couler le sang. Tous les deux se rejoignent dans une forme, bien sûr, d'horreur conjuguée, mais ils diffèrent quand même par cette attention portée au sang d'un côté et à la chair de l'autre. Donc, ce premier bref survol, si vous voulez, des figures du récit criminel, récit, encore une fois, analysé par Laetitia comme une forme de désordre maximal. Il faut montrer que tout est en désordre sur la scène de crime, dans la tête du criminel, dans ceux qui le cherchent aussi, qui ne trouvent pas, pour aller vers le maximum d'ordre. Le récit de police, devenu le récit criminel, doit toujours partir de ce scandale, au sens
total du terme, hein, ce scandale qu'est le crime, pour marcher vers la restauration bienvenue de l'ordre à travers, bien sûr, la justice qui s'abat, selon les termes consacrés, hein, sur le criminel. Donc, ce grand récit, eh bien, il nous amène aussi à une forme de fictionnalisation réciproque du factuel et du fictionnel. Fictionnalisation réciproque, échange de tropes, disais-je, et je m'appuyais pour cela sur le roman M, le maudit, AI, encore une fois, je le redis, de Signac, qui, 20 ans avant la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, hein, d'Alan Moore, hein, produit déjà sa propre Ligue des Assassins Extraordinaires. Alors, il ne fait pas tellement dans la dentelle, j'ai noté les noms parce que je les oublie très, très souvent. Dans son Vampires Club, M le maudit, AI, il y a bien entendu Peter Curtin, hein, le vampire de Düsseldorf, mais il y a également Jack l'Éventreur, où n'est-il pas d'ailleurs, hein. Il y a Lassner, il y a Hitler, oui, bon, Hitler, oui. Il y a Landru, le barbe bleue de Gambet, hein, je vais y revenir. Et tout cela, il y a une femme, hein, je ne sais plus si j'ai dit Madame Lafarge, peut-être empoisonneuse Madame Lafarge, et tout cela est analysé dans les 2 dictionnaires du polar que nous utilisons assez couramment, celui de Mesplède, hein, et celui de Tullard, hein, Jean Tullard, dictionnaire du roman policier. Donc, il y a là quelque chose d'assez frappant, sans jeu de mots, puisqu'on retrouve finalement ce qui sera, en effet, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, 20 ans plus tard, encore une fois, d'Alan Moore. Donc, échange de tropes, et je vais vous montrer un roman en 2 parties, que vous connaissez ou pas, hein. Donc, mon cher Gaston Leroux écrit à la fin de sa vie, mais ça il ne le sait pas encore, hein, La poupée sanglante et La machine à assassiner, que l'on connaît généralement sous le seul titre de La poupée sanglante. Rien que les titres, on voit déjà le sensationnalisme au fort parfum de parodie. Leroux fut journaliste, mais il ne l'est plus. Et il s'amuse à récupérer les vieilles ficelles, là, du moment où il se disputait avec Mino Varilla, hein, le grand patron de presse, hein, qui disait « mon fauteuil vaut 2 trônes hein », et à récupérer sous une forme, bien sûr, avec Leroux, c'est toujours parodique, hein, toujours à demi parodique, donc la poupée sanglante, le sang, hein, la machine à assassiner, le crime. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce texte qui date de 1924 reprend déjà l'aventure criminelle de Landru, guillotiné quelque temps auparavant. En effet, souvenez-vous, Landru est appelé le Barbe Bleue, donc référence à une figure fantastique de conte, hein, de Gambet. Quelques années plus tard, 2 ans et demi plus tard, Leroux parle, lui, du Landru de Corbière. C'est-à-dire que dans son roman La machine à assassiner, il fait de Bénédicte Masson, alors en fait, ce n'est pas lui, mais tout le monde croit que c'est lui, un assassin de femmes qui brûle les corps démembrés des femmes dans sa cuisinière. Bon, on reconnaît quand même pas mal de faits prêtés à Landru, et qui, pour se défendre le jour du jugement, dit « c'est pas parce qu'on brûle une femme dans sa cuisinière qu'on l'a forcément tuée ». Mais enfin bon, on va dire qu'il y a un faisceau de suspicion quand même relativement fort et cohérent. Donc, ce qui est très intéressant, c'est le glissement entre le crime réel, le Barbe Bleue de Gambet, Landru, et le crime fictionnel, mais qui récupère dans le réel le Landru de Corbière, puisque Bénédicte Masson a une petite maison à Corbière. Donc, tout cela se combine bien sûr dans une forme d'imaginaire catastrophique, hein. Nous sommes entourés de monstres. Dès qu'on traverse la rue, nous rencontrons le vampire de Düsseldorf. Un peu plus tard, nous rencontrons Jean-Baptiste Tropman, j'y reviendrai en un instant, où nous rencontrons
Bénédicte Masson, et réels et fictionnels se contaminent, sont poreux l'un à l'autre et d'une certaine façon s'écrasent l'un l'autre. Donc, cette contamination, cette culture d'agglutination, dirais-je, attire particulièrement aussi mon attention parce que nous sommes justement en 1924. En 1924, il y a la poupée sanglante, donc une histoire de vampirisme, et de vampirisme scientifique par un trocard qu'un mari envoie sur sa femme à travers la serrure. Bon, passons, vous lirez peut-être, je vous le souhaite, mais peut-être uniquement. Pendant ce temps-là, Sherlock Holmes, enfin Conan Doyle, écrit une nouvelle qui s'appelle « Le vampire du Sussex ». Donc, Le vampire du Sussex, 1924, raconte l'histoire d'un Anglais qui a épousé une Péruvienne. Aïe, 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 une Péruvienne. Vous connaissez quand même la légère, la méfiance, on va dire, que l'Angleterre dit avoir pour tout ce qui est étranger. C'est pour ça qu'Hercule Poirot ne peut être que belge, mais passons. Et ce vampire, cette vampire du Sussex, est saisie et vue en train de sucer le sang de son propre enfant, de son bébé. Donc, scandale épouvantable, c'est terrifiant, il faut la tuer tout de suite, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et peu à peu, la vérité se fait jour. Conan Doyle, Sherlock Holmes dit « Moi, les vampires, je n'y crois plus. » Donc, je n'y crois pas. Pendant ce temps-là, on se rendait compte dans La poupée sanglante de Leroux que les vampires, il n'y en avait pas non plus. Donc, vous voyez, il y a une forme d'adoption des codes populaires, les vampires, mais pour les retourner sous forme de « ce sont des légendes et ça n'existe pas », en effet, la Péruvienne en question ne faisait qu'enlever le poison que son bébé avait reçu de la part du premier fils, enfin, du fils d'un premier mariage de son mari, lequel, détestant la nouvelle femme et le bébé, avait essayé de tuer l'enfant. Et la Péruvienne, pour ne pas briser le cœur de son mari, n'a pas dénoncé le jeune homme et s'est contenté simplement d'absorber le poison, passant par là même pour une femme vampire. Donc, Isabelle, vous voyez, cet échange entre ce qu'on peut appeler… Vous m'entendez, Isabelle? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je veux bien, s'il vous plaît, parce que je conclue. Si vous avez visibilité sur le temps, mais c'est parfait. Ouais. Je laisse mon cher Dahlia Noir. Décidément, tout le monde la laisse tomber. Bon. Donc, en un mot, le Dahlia Noir, eh bien, c'est Elizabeth Short. On appelle ainsi la fleur qu'elle portait dans ses cheveux, mais quand on la retrouve vidée de son sang et coupée en deux, elle ne sait pas, nous sommes en 47, qu'elle s'appellera un jour le Dahlia Noir dans l'appellation que lui donneront les journaux, peu importe. Alors, en conclusion, je voulais justement revenir, mais vraiment un bref instant, sur ce que dit l'un des profileurs, j'en parle pas, une des profileuses françaises et francophones surtout, sur justement cette désignation du criminel par des métaphores emblématiques. Voilà, je lis simplement quelques mots. Le criminel s'irréalise en figure de fiction. Son acte qui se fixe dans l'imaginaire populaire suffit à l'identifier, à lui donner un nom. On se souvient du boucher, du vampire, de l'éventreur. Sa noire silhouette se dresse immense sur l'affiche du film d'épouvante. Dans le silence de la nuit, dans la brume, il est l'imprécise et pourtant angoissante menace, la certitude que va soudain surgir de l'ombre une implacable mécanique meurtrière. C'est Marie Susini, auteur du Crime pervers. Voilà, excusez-moi, je me suis laissée emporter. Merci en tout cas. Pas beaucoup.